Bien François, merci beaucoup. Bien écoutez, il nous reste à accueillir à la tribune les quatre invités dont François vient de parler. Donc Jean-Guy Henkel, Pierre Langlade, Nicolas Laïc et Luis Semedo, si vous voulez bien me rejoindre sur la tribune. Alors, pendant que nos quatre invités s'installent derrière leur nom, vous changez les étiquettes. Simplement dire que quand François m'a appelé en disant dis donc, il y a une table ronde à animer, est-ce que tu t'en chargerais pas Spontanément, je lui ai dit oui, parce que je suis de tous ces coups, y compris les plus mauvais, mais celui-là est un bon. Mais je ne me rendais pas bien compte. Et en fait, je voudrais souligner à nouveau derrière François qu'on a quand même, leur modestie du talent souffrir, on a vraiment une grande chance d'avoir aujourd'hui réuni sur ce podium les quatre responsables des principaux réseaux de l'insertion par l'activité économique. Chacun d'entre eux me disait tout à l'heure en buvant un petit café que c'était une situation assez exceptionnelle. Hein. C'est pratiquement la première fois qu'ils sont réunis. On a bien vu dans le petit film et dans les propos de François que les acteurs de l'insertion par l'activité économique sont aujourd'hui à un tournant de leur vie. Les 10 dernières années n'ont pas forcément été des années paradisiaques. On est aujourd'hui à une période charnière avec très clairement une meilleure reconnaissance au plus haut niveau de l'action qu'ils mènent. Donc avant de partir bille en tête sur les 20 ans qui viennent et les rêves qui viendront nos réalités de demain, je voudrais que chacun d'entre vous, tour à tour, si vous le voulez bien, vous puissiez très rapidement vous présenter et peut-être un tout petit peu plus longuement, pas trop s'il vous plaît, les réseaux que vous animez, de façon à ce que chacun dans la salle, peut-être pas toujours très au fait de l'insertion par l'activité économique, puisse vous resituer. Si vous voulez bien prendre un micro. Et bien sûr, si des questions dans la salle se font jour, n'hésitez pas. De toute façon, à la fin de cette présentation, il y aura un petit moment pour les questions. Je vous en prie. Bonjour à tous, donc mon nom est Laurent Laïc. Laurent étant mon prénom et Laïc mon nom, pas Nicolas, mais j'ai pas aucun problème avec ça. D'abord, je tenais à remercier François de son invitation. Et d'ailleurs, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu. Il m'a appelé, je vois un numéro inconnu. Je dis qu'est-ce qu'on me veut encore et quand il m'a expliqué l'enjeu en 5 minutes, je lui ai dit je serai là, quel que soit mon agenda. Je ne savais pas quel était mon agenda à l'époque. Et c'est avec donc grand plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui. Mon boulot de tous les jours, je suis le patron d'un groupe d'entreprises d'insertion qui s'appelle la VARAP, qui est présent essentiellement sur le département des Bouches-du-Rhône et un peu sur Montpellier. Que j'anime depuis plus de 15 ans et que je développe depuis plus de 15 ans. Et j'ai été pendant 6 ans président de la Fédération des entreprises d'insertion, qu'on appelle le CNEI, dans une période certes charnière, puisque nos réseaux se rénovaient aussi, notre réseau se rénovait aussi, dans des conditions un peu compliquées, entre des anciennes générations, des nouvelles générations. Tout le monde partageait bien sûr le sens de notre engagement, mais personne ne le faisait de la même façon, et tout le monde pensait avoir raison. Et donc on aime beaucoup l'écoute de nos interlocuteurs en général, mais quand on faut se l'appliquer à nous-mêmes, c'est un peu plus compliqué. Et donc j'ai animé cette fédération pendant les 6 dernières années avec une volonté féroce, j'allais dire, c'était de nourrir les années à venir et de trouver un projet constructif, collaboratif, fédérateur, et qui puisse se faire en lien avec le monde et la vie économique et sociale et politique dans laquelle on est. C'est-à-dire que comment peut-on insérer dans la vie active des personnes qui sont un peu cabossées et qui sont fragilisées si nous-mêmes on est dans une genre de bulle complètement aseptisée et éloignée des réalités de tout le monde. Et donc dans ce cadre-là, la Fédération des entreprises d'insertion, certes, a développé des partenariats avec les autres réseaux de l'insertion et de l'IAE, comme on appelle aujourd'hui ce réseau-là, mais aussi avec d'autres partenaires, que ce soit le réseau des SCOP, que ce soit les réseaux des entreprises, que ce soit aussi avec le monde politique et les acteurs territoriaux de nos territoires, etc. Aujourd'hui, mais ce sera l'objet de... Je ne vais pas mobiliser la parole sur la présentation, juste pour avoir quelques idées, quelques chiffres en tête. Il y a 1200 entreprises d'insertion en France.
Il y en a un peu plus de 500, presque 600 qui sont adhérentes à la fédération. Tout secteur d'activité. Ça va de la boulangerie au bâtiment, aux espaces verts, bien sûr, à l'infographie, à la vectorisation de données pour l'archivage numérique, aux déchets, au secteur de l'eau qui se développe, etc. Donc tous les grands secteurs économiques de la vie présents sur l'ensemble du territoire français, qui se répartissent entre des entreprises d'insertion, donc des entreprises de production d'un service à des clients, et puis des entreprises de travail temporaire d'insertion, c'est-à-dire des entreprises qui vont déléguer, comme n'importe quelle boîte de travail temporaire, des salariés en difficulté dans des entreprises partenaires, chez des clients, etc. Si on veut donner quelques grands chiffres, la taille moyenne de l'entreprise d'insertion, c'est autour d'à peu près une vingtaine de postes d'insertion équivalent temps plein. Donc ça reste des entreprises relativement petites, très territorialisé. Cette notion de l'attachement au territoire est, me semble-t-il, un secteur qu'on doit réinvestir pleinement dans la période actuelle que nous vivons. Et il y a quelques grands majors qui vont faire des chiffres d'affaires de l'ordre de 30-40 millions d'euros. Il y en a 3. Hein. Et puis après, une masse d'entreprises qui vont être autour d'un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros, donc c'est à peu près 400 salariés. Et puis la grande masse qui est beaucoup plus petite. Ce qui nous pose à la fois deux enjeux. Un, comment on fait en sorte de fabriquer aussi dans nos secteurs des champions, hein, qu'on puisse montrer. Il ne faut pas qu'il y ait 3 champions ou 4 champions en France, parce que s'il y en a un qui meurt, c'est tout le secteur qui en pâtit. Il faut créer des champions. 2, comment on crée de l'innovation sociale et de l'innovation technologique avec nos entreprises au quotidien dans nos branches-là, et comment on la valorise et comment on la met en évidence. Je pense que ça a été tout l'axe qui a été pris dans cette journée, dans le film qu'on a vu, etc. Et d'ailleurs, j'ai découvert beaucoup de choses de ce que tu faisais qui me font écho, on en rediscutera. Et puis, comment aussi on arrive à remettre l'individu au centre de nos dispositifs, les préoccupations de société. Aujourd'hui, on a des phénomènes de société très, très forts. Je prends juste un exemple qui est en général clivant, les Roms. Alors, selon comment on voit les choses, soit on veut les fusiller, soit on veut les aimer, mais bon, il y a peut-être quelque chose d'intelligent à faire sur ces populations qui, de toute façon, peu ou prou, vont rester majoritairement chez nous, puisque leurs enfants sont nés ici, etc. Donc voilà, il y a des champs sur lesquels nos structures ont un mot à dire, ont une révolte à peut-être aussi à exprimer. C'est pour ça que souvent je dis que les patrons de nos entreprises qui sont dits des entrepreneurs sociaux, ça devrait être plutôt des rebelles constructifs, c'est-à-dire, voilà, il y a quelque chose qui m'interpelle dans la société, qu'est-ce que de là où je suis, je peux mettre en place pour montrer que finalement, parmi tous les débats, il y a des choses qui peuvent marcher, et comment j'arrive à le valoriser, comment j'arrive à le mettre en place. Donc c'est juste pour donner quelques pistes, mais voilà, en gros, le champ de nos entreprises et de ce qu'on y fait. Merci bien, Laurent. Et maintenant, je donne la parole à Louise qui va nous présenter le réseau Chantier École. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, Louis Semedo, donc délégué national du réseau Chantier École. Et anciennement, donc délégué national depuis 2 ans au niveau du réseau, et anciennement, donc pendant une dizaine d'années. Donc j'ai dirigé une structure d'insertion par l'activité économique dans une région un peu plus au nord que la vôtre, donc en Haute-Normandie, et qui regroupait un atelier chantier d'insertion qui portait une centaine de postes sur des métiers du bâtiment, en rénovation, du patrimoine, et une association intermédiaire, donc intervenant beaucoup auprès des collectivités et des particuliers. Donc Chantier École, donc c'est un réseau qui fêtera dans 2 ans ses 20 ans, donc en 2015, donc qui est né en 1995 de rencontres d'acteurs. Et on a eu la chance et l'honneur de fêter et d'organiser nos 7e rencontres, donc j'anticipe déjà sur les prochaines, sur cette même région il y a à peine quelques semaines, donc à Toulon, donc pour justement débattre de notre secteur et essayer de voir un peu quel bilan on en tirait de ces dernières années, l'évolution du secteur, et quels sont les projets qu'on voulait se donner pour les prochaines années. Donc c'est un réseau qui, cette année, va dépasser les 670 adhérents, donc, et qui regroupe essentiellement des acteurs d'ateliers chantiers d'insertion ou d'ateliers chantiers formation, donc qui représentent environ sur l'ensemble de la France quelques 20 000 postes conventionnés par l'État
au sein des ateliers chantiers d'insertion, et c'est environ 35 000 salariés, dont 30 000 salariés en parcours d'insertion sur les différentes structures et dans des domaines aussi diversifiés, donc qui parfois même nous surprend parce qu'on n'imaginait pas forcément que des ateliers chantiers d'insertion utilisaient de tels supports pour pouvoir mettre en place des actions d'insertion. Donc aussi très très heureux de pouvoir participer et donc à cette matinée consacrée à l'avenir et à rêver l'insertion par l'activité économique, en sachant que c'est vrai qu'en dehors de la question au niveau de la réforme, donc notre réseau avec les autres est très aussi concentré sur le travail, notamment autour de la structuration donc du secteur et du dispositif de l'outil atelier chantier d'insertion, avec ces dernières années la création d'une branche d'activité à part entière et tout un certain nombre de travail donc autour du dialogue social, non seul pour l'ensemble des salariés de la branche, aussi bien les salariés permanents que pour des salariés en parcours d'insertion, et aussi tout le travail autour de développement et certification des compétences acquises à partir de mise en situation de travail, donc à partir de l'outil de production qui, lorsqu'on regarde les dernières études qui apparaissent, notamment initiées par l'Union européenne, sont aujourd'hui des méthodes qui sont préconisées fortement pour pouvoir faciliter l'insertion d'une partie des publics. Ok, merci Louis. Là, sur les deux derniers points, la certification et le dialogue social, on est déjà dans la troisième partie, là, dans les projets un petit peu. C'est bien, merci beaucoup de les avoir introduits. La parole maintenant à Pierre Langlade, qui est président du CORAS national et directeur d'Aix-Emploi Relais. Alors, c'est pas Aix-Emploi Relais, parce que c'est mon homologue qui va être pas content si je commence à lui prendre sa structure. Alors, tout d'abord, moi je suis vraiment ravi d'être présent là. C'est les 20 ans d'initiative, c'est presque les 20 ans de François du coup. Un peu plus peut-être, c'est ça? Non, et j'ai envie de dire aussi, dans le cadre des séquences émotions qui ont été abordées tout à l'heure, si je suis là aujourd'hui en tant que président de CORAS, c'est en particulier grâce à François. Voilà, c'est quand même l'histoire, mon histoire, elle est quand même indirectement liée à François. Et à Daniel, qui n'est pas là aujourd'hui, on ne l'a pas cité, mais c'était le binôme inséparable de l'époque, dans lequel je vais rajouter une autre personne, parce que le CORAS, certes, c'est un réseau national, mais qui s'appuie beaucoup sur les réseaux régionaux, je crois en particulier, et celui de PACA a été fortement impulsé par François, quand il a pris, je ne sais plus en quelle année, parce que je pourrais t'interpeller, tu pourrais mieux parler du CORAS que moi, parce que ton histoire fait que quand même... avec aussi Philippe Chéneau qui est là, et je crois que voilà, la région s'est fortement impliquée aussi dans la mise en œuvre du CORAS à travers François et Daniel, et je voulais vraiment avoir une pensée aussi pour Daniel dans ce moment-là. Voilà. Le CORAS, je crois que ce qui en parle le mieux, c'est ce qu'on vient de voir, parce qu'on parle de laboratoire. Le CORAS, il défend et s'est appuyé, c'est vrai, sur les associations intermédiaires. François l'a très bien dit tout à l'heure, un nombre de structures, d'associations intermédiaires qui sont réduites. D'accord ? Mais les associations intermédiaires étaient vécues comme un laboratoire. Je crois que c'est exactement ce qui s'est passé. Je crois que ce n'est pas tant l'inquiétude qu'il y ait une baisse du nombre d'associations intermédiaires, parce qu'il y a aussi un modèle économique sur l'association intermédiaire avec un seuil, etc. Quand on parle d'enjeux économiques, il y a aussi des seuils d'équilibre à trouver sur les logiques de regroupement, etc. Mais je crois que ce qui est important pour le CORAS dans son projet, c'est d'être un acteur de proximité en lien avec les acteurs économiques et la puissance publique pour être un laboratoire et un développeur sur le territoire, toujours, quand même, ne jamais oublier, au service des personnes avec lesquelles on travaille, les salariés avec lesquels on est. Et que notre projet d'entreprise, c'est celui-là d'abord. Ce n'est pas d'être des outils pour être des outils, c'est ne jamais oublier le pourquoi on est là. On est là pour l'accès à l'emploi pour tous. C'est notre responsabilité et c'est une responsabilité partagée. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Du coup, au-delà du rôle de président de CORAS, je suis aussi directeur d'une structure, mais j'ai copié sur François en fait, qui ressemble étroitement à ce que fait François, à multi-outils. Parce que là aussi, les réponses qu'elles sont, ce n'est pas lié à un outil, c'est lié à un besoin de territoire. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à CORAS. Merci. Donc maintenant, la parole à Jean-Guy Henkel, directeur national du réseau Cocagne.
Eh ben voilà, la présentation est faite, donc je vais pas commencer. Merci de m'avoir invité, à François et ses équipes. S'il a traversé les courants du Coras, il a participé aussi beaucoup aux activités de Cocagne. Alors, le réseau Cocagne a une petite particularité. C'est qu'il est petit, alors que là, on a affaire à des mastodontes. Là, donc moi, je me fais tout petit à côté des gros. Et on a un réseau spécialisé. C'est-à-dire que plutôt que d'être un réseau plutôt type généraliste, on est parti d'une idée, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec la présentation des jardins de cocagne de la vallée de la Siagne, l'idée de monter des exploitations maraîchères en agriculture bio, qui font travailler des publics hommes et femmes en difficulté, qui distribuent leur production sous forme de paniers hebdomadaires à des adhérents consommateurs. Donc on va peut-être parler, j'espère, tout à l'heure d'innovation. On a vu à travers le parcours d'initiative que pendant 20 ans, il n'y a eu que de l'innovation. On pourra parler dans l'insertion par l'activité économique. Même si on n'y comprend pas grand-chose, même si ça paraît toujours un petit peu vieillot et ringard, il y a beaucoup de grandes activités aujourd'hui qui se sont largement inspirées de ce qui a été innové et expérimenté dans l'insertion par l'activité économique. Dans les EI, je parle d'Envie, ils ont été dans les tout premiers à parler de gestion de déchets, etc. Et puis aujourd'hui, nous, modestement, on a importé en France ce système de circuit court dans le mode de l'agriculture. Ça ne doit pas être une si mauvaise idée, puisqu'aujourd'hui, tout le monde le fait. Voilà. Ce qui ne va pas sans nous poser de problème, mais ce qui ne va pas sans nous mettre des coups de pied aux fesses pour essayer d'imaginer un peu mieux l'avenir. Donc à Cocagne, il y a 130 structures aujourd'hui. On a aussi une particularité, c'est qu'on a un secteur SMH et développement, c'est-à-dire des gens qui sont payés pour sillonner la France et se mettre au service des territoires pour continuer à monter des activités. La particularité, c'est qu'on a été monomaniaque pendant 15 ans. On ne montait que des jardins de cocagne parce qu'on voulait rester très circonscrit à ça. Aujourd'hui, des tas d'initiatives. On a créé un label qui s'appelle Cocagne Innovation et qui nous permet à un moment donné, puisque des jardins de cocagne et d'autres ont monté des initiatives extrêmement intéressantes, qui nous semblent être porteurs d'avenir. Donc effectivement, il y a aussi ce type d'adhérents, puisque Résine y est au titre de Cocagne Innovation. L'anticipation du futur dont on parlera peut-être tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il faut aller chercher des initiatives. Alors, on reste assez circonscrit, on n'aura pas de vocation généraliste, mais une vocation, s'il y a une dimension d'insertion, s'il y a une dimension d'innovation, s'il y a une dimension environnementale, effectivement, ça nous intéresse particulièrement. Et puis enfin, donc, je dirige cette structure depuis son origine, début de l'année, en 2000. Et j'ai un peu honte de le dire, mais s'ils fêtent leurs 20 ans, moi, on m'a fait comprendre il n'y a pas longtemps que ça faisait 40 ans que c'était dans l'insertion par l'activité économique, puisque la première initiative dans laquelle j'ai travaillé à Besançon en 1973, en 1973, on ne parlait pas d'insertion par l'activité économique. Il n'y avait pas les départements, les régions qui étaient là, puisqu'ils n'existaient pas, ou s'ils existaient, on ne savait pas à quoi ils servaient à cette époque. Mais voilà. Je ne suis pas sûr qu'on le sache toujours aujourd'hui. Bah si, ils ont des idées là-dessus aujourd'hui. Mais depuis 4 ans, non, ça veut dire qu'il y avait de l'insertion par l'activité économique avant la décentralisation. Et donc, dans ces toutes premières expérimentations, donc j'ai eu la chance et le bonheur de traverser les 70s, les 80s et les 90s pour arriver aujourd'hui dans des contextes très très particuliers. Et j'anticipe la question, ça ne donne pas plus de possibilité de se dire c'est parce que j'y suis depuis longtemps que j'ai le droit de parler ou d'avoir des idées sur l'avenir. Il y a des gens qui arrivent aujourd'hui dans l'insertion, dans l'entrepreneuriat social qui sont tout nouveaux et qui, je trouve, sont beaucoup plus porteurs d'avenir que de vieux cons qui y sont depuis 40 ans et qui peuvent raconter aussi des conneries. Merci. C'est vous qui l'avez dit. Je pensais que ce serait moi le premier, mais c'est vous qui l'avez dit. Non, mais je savais que tu allais la poser, donc comme ça, c'est réglé. Ok, merci beaucoup. Donc, merci pour ces présentations. Avant d'aborder un deuxième point sur la période très particulière que vous vivez ou que vous venez de vivre sur une meilleure reconnaissance des pouvoirs publics et des nouvelles modalités de financement, puis ensuite sur les perspectives à 20 ans, est-ce qu'il y a à ce niveau donc, de présentation des questions dans la salle pour des éclaircissements? On a bien compris que
vous représentiez de nombreuses structures d'insertion avec des approches relativement différentes. Est-ce que parmi vous, dans la salle, quelques personnes souhaitent avoir des précisions ?